Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire, le Tour d'Europe, le sommaire de ce nouveau numéro. Lundi soir, au théâtre du Châtelet, on peut le dire comme ça, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023 après 2019, 2009 du moins, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, et puis aussi 2021. Le champion du monde argentin s'est adjugé la plus belle des récompenses individuelles pour la 8e fois de sa carrière. Ce Ballon d'Or le mérite-t-il? La réponse dans quelques instants. Puis, ce qu'il choisit du Ballon d'Or, ce trophée désigne-t-il le meilleur de l'année? Est-ce qu'on peut considérer le recordman du Ballon d'Or comme le meilleur de tous les temps? Ça sera notre focus de la semaine. Après, nous parlerons d'Aubameyang qui n'arrive pas du tout à retrouver des sensations. Le week-end dernier, hué par ses supporters, son entraîneur, lui, reste confiant qu'il retrouvera son niveau dans le temps. Et puis, nous allons faire une escale en Espagne où le Real Madrid et le Barça continuent à faire peur. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de ces deux équipes? Notre équipe tentera de répondre à cette question. Tour d'Europe, c'est maintenant après ce générique. De retour sur ce plateau, vous le savez, chaque lundi, c'est l'actualité du football européen avec nos spécialistes. Elle est là, elle est toujours là, bien habillée aujourd'hui encore, notre Lara Fabian. Merci comme beaucoup, ça. Hassan. Bonsoir. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Et Passy, il est là, l'homme de Koya, comme même le dit à son mentor Amadou Major. Et bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Prompt rétablissement à Mazor qui nous manque sur ce plateau ce soir. Je pense que nos pensées vraiment sont à lui. Ah, il est malade Amadou, il va nous revenir très rapidement. On a aussi Dian qui n'a pas eu un temps aujourd'hui. Pourtant, on va parler du Ballon d'Or. Un bon sommaire aujourd'hui, lundi. Nous avons aussi de l'autre côté notre spécialiste du football européen, Diogo. Bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir également à tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission sportive. On va commencer ce Tour d'Europe par ce Ballon d'Or mitigé, on peut le dire comme ça, de Lionel Messi. Mais avant, retour sur cette journée magique pour l'Albi Céleste, bien sûr, Lionel Messi. Après, on va revenir sur ce plateau. L'Argentin Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023, le 8e de sa carrière, record absolu. Il devance Erling Haaland et Kylian Mbappé. Et de 8 déjà sacrés en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, Lionel Messi a soulevé ce lundi soir dans l'écrin majestueux du théâtre du Châtelet à Paris son 8e Ballon d'Or France Football, améliorant le record absolu en la matière. Son dauphin et éternel rival Cristiano Ronaldo en détient 5. Pour cette édition 2023, Messi devance le Norvégien Erling Haaland, Manchester City, et le Français Kylian Mbappé, PSG, également vainqueur de la Ligue 1 avec le club parisien. L'Argentin se distingue surtout par son titre en Coupe du Monde, acquis en décembre 2022 avec l'Albi Céleste face aux Bleus de Mbappé en finale. C'est le seul trophée majeur qui manquait à l'immense carrière de la Pulga, qui porte désormais les couleurs de l'Inter Miami aux États-Unis, avec qui il a déjà gagné la Ligue Coupe au mois d'août. Messi en 2022-2023, c'est 55 matchs pour 32 buts et 25 passes décisives avec Paris et Miami. C'est à quoi il faut ajouter 17 réalisations en sélection, dont 7 lors du seul mondial au Qatar. Suffisant selon le jury pour faire la différence par rapport à Haaland, meilleur buteur de l'exercice et auteur d'un triplé phénoménal avec City, Ligue des Champions, Premier League, Coupe. Et Mbappé, héros déchu du dernier mondial malgré son triplé en finale et sa récompense de meilleur buteur 8 devant Messi. Les deux hommes sont d'ailleurs arrivés à la cérémonie presque en même temps, peu avant 20h30. Messi en famille et Mbappé en solo. Ce passage par Paris pour une soirée était particulier à plus d'un titre pour Messi, revenant dans la capitale quelques mois après avoir quitté le PSG sous les sifflets du public parisien au terme de 2 saisons 2021-2023, plus que mitigé. Le voilà qui signe un retour triomphant.
Ça va faire un débat passionnant sur ce plateau. Une récompense logique pour certains qui estiment que le footballeur de 36 ans l'a bien mérité à la suite de son sacre au Mondial 2022 avec l'Argentine. Mais contrairement à l'année dernière où le triomphe de Karim Benzema avait été unanimement salué, cette nouvelle victoire de la Pulga n'est pas juste aux yeux de tous. Est-ce qu'il le mérite, ce ballon d'or, Zainab? Largement, il n'y a même pas de débat. Je me dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'ils ne méritent pas ce ballon d'or-là, mais moi, je trouve qu'il n'y a même pas de débat. Vous avez un joueur, il remporte la plus prestigieuse compétition mondiale, qui est le ballon d'or. Alors il vient d'abord à cette Coupe du Monde, il fait un match face à l'Arabie Saoudite, tout de suite, ça ne marche pas du tout. Et tout le monde avait l'intérêt avec son équipe de l'Argentine. On se disait, l'aventure s'arrête là, mais il revient. Il offre quand même une belle prestation, il se montre, il se dévoile à cette Coupe du Monde. Il devient le meilleur joueur de cette compétition et 36 ans que l'Argentine cherche quand même ce trophée-là. Lionel Messi, il porte très haut sa nation parce que au-delà aujourd'hui et de tout ce qu'on peut dire, à part Lionel Messi au sein de cette équipe, même s'il y a d'autres joueurs, mais il y a Messi et les autres, il a porté cette équipe de l'Argentine. Il a fait des merveilles à cette Coupe du Monde. Il a remporté. Moi, je me dis, il n'y a même pas de débat. Il mérite ce trophée du moment où France Football a inclus dans ses règles de football que... On y reviendra. Voilà, donc il le mérite largement. Alors, Passy, en soulevant enfin la Coupe du Monde dans la nuit de Doha, après 4 précédents échecs, 2006, 2010, comme l'a dit Zainab, 2014 et 2018, Lionel Messi a remporté le seul titre qui manquait à son immense palmarès pour revenir au moins légal de Diego Armando Maradona, mondialement sacré au Mexique en 1986. 7 buts pour la Pulga, dont 2 en finale et 3 passes décisives, ainsi qu'un titre de champion de France, plus que anecdotique avec le PSG, parce qu'il n'a pas fait aussi une très bonne saison avec le PSG. La même question pour vous, est-ce qu'il le mérite, CBO? Oui, il le mérite sur les statistiques, il faut le dire, mais quand on part sur une année civile, je pense qu'il y a des manquements. Mais vu que les règles ont été bien claires là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Peut-être ceux qui le critiquent, c'est vrai, tout le monde n'est pas aussi unanime sur un fait ou sur une décision ou quoi que ce soit. À un moment, il y a des gens qui trouvent toujours des spéculations ou qui trouvent toujours des béabas, des portes de sortie pour dire que voilà, il y a des manquements. C'est vrai, il est bien de se lever, mais sur quoi il faut se poser pour dire que Messi ne mérite pas ce ballon d'or? Je pense que ceux qui y pensent aussi, ils ont aussi leurs arguments à faire valoir et puis à faire comprendre l'opinion que certes Messi a eu ce 8e ballon d'or, mais qu'il ne mérite pas, qu'il nous montre avec des arguments, avec ce qu'il faut, ce qui est aussi important. Mais sur une année civile, je pense qu'il y a des manquements, mais sur une performance aussi individuelle, avec des statistiques aussi qu'il faut sur les règles de France Football, je pense qu'il est bien parti. Alors, ils sont unanimes sur ce plateau. Nous allons filer en Europe. Diogo, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle performance de Lionel Messi avec le 8e ballon d'or? Et qu'est-ce que l'Europe pense de ce nouveau ballon d'or de Lionel Messi? Moi, je pense que Hassan, c'est mérité pour ce garçon Léo Messi. Je pense qu'il a fait une performance extraordinaire. Je pense que c'est indiscutable, comme l'a dit, n'est-ce pas, nos confrères qui sont dans le studio. Je pense qu'il a fait un travail gigantesque. Il a été super en Coupe du Monde. Il a été notamment meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a pris cette épreuve-là. Je pense que c'est ce qui manquait à ce garçon. Quoi qu'on dise, je pense que Messi, n'est-ce pas, depuis des années, il nous a permis, n'est-ce pas, de connaître une autre manière de jouer au foot. A permis, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses en matière footballistique. Je pense que c'est tout à fait mérité. C'est vrai qu'il y a des débats, n'est-ce pas, autour de ce 8e ballon d'or consacré à ce garçon, cet international argentin de Messi. Mais disons, si on revient sur la performance de ces garçons, ce qui a permis, n'est-ce pas, Messi de prendre son 8e ballon d'or, je pense que c'est tout à fait indiscutable. Il n'y a pas un débat à faire. C'est tout à fait logique. Et la plupart des spécialistes, n'est-ce pas, ici en Occident, en Europe, particulièrement en Allemagne, disent la même chose. Ils disent ça, c'est vraiment mérité. C'est une performance de ces garçons, c'est mérité. Il n'y avait vraiment pas quelqu'un d'autre qui pouvait, n'est-ce pas, soulever cette année ce ballon d'or-là, à part Lionel Messi, parce que
lors de cette Coupe du Monde. Il a fait des choses extraordinaires. Il a permis à son équipe d'aller de l'avant. Il a été un véritable leader. Et surtout dans les dernières minutes, je pense que c'est Messi-là qui a permis, n'est-ce pas, cette équipe argentine de prendre, n'est-ce pas, le devant, d'aller de l'avant, pourquoi pas d'avoir beaucoup plus de courage, beaucoup plus de concentration, parce que c'est ce trophée-là qui manque à Lionel Messi. On se rappelle ensemble, les gens disaient... Mais Diogo, si ce trophée-là seulement peut faire quelqu'un meilleur joueur de l'année, est-ce que Samuel Eto'o ne le méritait pas en 2006? Eto'o, qui avait réalisé une superbe saison de club, avait été plus ou moins mise de côté des votes Ballon d'Or du fait de son absence au mondial. Et c'est ça aussi le problème. Eto'o, c'était l'un des meilleurs, mais à la Coupe du Monde, il n'a pas permis de soulever. Mais écoutez, Hassan, le travail au club, tout simplement, n'amène pas, n'est-ce pas, ne permet pas à un joueur tout simplement de soulever ce titre-là. Il faut travailler au niveau des deux côtés. Je pense que Eto'o, à un moment donné, il a été, c'est vrai, extraordinaire. Il a très, très bien joué à l'époque. Mais je pense qu'il faut être bien au niveau du club, mais aussi au niveau de l'équipe nationale. Et c'est ce qui Messi a fait. Je pense que c'est indiscutable. C'est vrai qu'on peut avoir, n'est-ce pas, pas mal de questions autour de ces ballons d'or-là, mais si on revient sur la performance individuelle de ce garçon Léo Messi, je pense que c'est tout à fait mérité. Et on ne peut, n'est-ce pas, que tirer sa part à ce garçon Lionel Messi. Vous avez tous parlé des règlements du ballon d'or. Rapidement, on va aller justement. Vous avez parlé de règlements, vous avez aussi parlé de tout ça. Les règles de l'attribution du ballon d'or ont évolué en 2022, tout le monde le sait. Le changement principal réside dans le fait que le trophée de meilleur joueur portera sur la saison sportive et non sur l'année civile, comme c'était le cas depuis la création du trophée en 1956. Alors, ils ont augmenté 3 choses. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, la classe du joueur et son sens du fair play. Est-ce que Messi a réuni toutes ces conditions-là? Bah ouais, je pense qu'il a réuni toutes ces conditions-là. Et ce sont des règles qui ont été changées courant 2021-2022, parce que juste là, c'était l'année civile. Et au PSG, c'est vrai que tout n'a pas été rouge avec le PSG, où il a passé quand même un moment un peu difficile, mais ils ont été champions de la France à Ligue 1. Et de l'autre côté... Messi, ça reste un joueur... qui était un peu anecdotique en France. Oui, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont eu beaucoup de difficultés, mais quand même, ils ont été champions. Ils ont été champions, même si à la Ligue des Champions, ils sont cassés très tôt les dents. En Coupe du Monde, collectivement, je pense que c'est Messi, parce qu'à un moment donné, ils ont compris, tout le monde jouait pour lui, et il a porté très haut cette équipe. Parce que moi, je me dis, est-ce que vous croyez que sans Lionel Messi, cette équipe pouvait remporter ce trophée-là? Moi, je ne crois pas. C'est lui qui a porté très haut cette équipe-là, même si collectivement, ces joueurs-là, ces coéquipiers se sont donnés, ils ont joué pour lui. Mais Messi, il y avait Messi et les autres. Je pense qu'aujourd'hui, ces règles-là, ils les respectent. Hein. Il y a les performances individuelles, il y a aussi collectives, il y a aussi les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison. Il y a un autre monstre qu'il a réalisé, c'est Erling Haaland, qui n'a pas peut-être joué cette Coupe du Monde, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'il a réussi. On va regarder ses stats, on va les citer: 53 matchs, 52 buts, 9 passes décisives en club, 11 matchs, 12 buts et une passe décisive en sélection. C'est énorme, on sait qu'Erling Haaland a réussi à faire cette saison. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de dire que lui, il le méritait aussi? Oui, il le méritait parce que, au fait, on ne peut pas remettre ce qu'il a fait comme effort individuellement en cause, parce qu'il a aussi montré ses performances individuelles avec ses chiffres, avec ses statistiques, mais il a manqué au grand rendez-vous du monde, c'est-à-dire à la conquête de cette Coupe du Monde où Messi a répondu. Pendant que lui, il était out dans cette compétition avec sa nation. Messi, non seulement individuellement, a pu faire qualifier sa nation, d'abord dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Et puis derrière, il est parti avec cette équipe. Encore, il a été décisif. Donc, quand on parle de caractère décisif et aussi individuel, performance individuelle, Messi en a fait largement. Pendant ce temps, Haaland s'est limité dans les éliminatoires et puis Messi est filé avec son équipe en Coupe du Monde. Et puis, il a été décisif et fini par soulever ce trophée. Et derrière le trophée, dans l'ensemble, dans la collectivité, Messi parvient aussi à soulever le trophée individuel qu'on appelle meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est vrai,
Haaland ne souffrait pas trop de la comparaison, mais à un moment, si nous partons, bien évidemment, France Football a bien réfléchi d'instaurer ces critères de caractère décisif. Je pense que c'est bien réfléchi. Ce qui parle encore une fois... Est-ce qu'il a été plus décisif que Erling Haaland? Bien sûr, bien sûr. Alors Diogo, on va partir avec vous. L'attaquant norvégien compte de nombreux records cette saison, comme celui du meilleur buteur de l'histoire de la Premier League sur une saison. En outre, son bilan collectif est très sérieux après avoir remporté la FA Coupe et la Premier League. Le championnat d'Angleterre a remporté aussi, le champion d'Angleterre a aussi remporté la Ligue des Champions avec Manchester City. Sa saison en club est donc quasiment parfaite. Il le mérite, CBO et Haaland. Qu'est-ce que l'Allemagne en pense? Parce qu'il a beaucoup joué avec le club allemand Dortmund. Écoutez, Hassan, je pense que si on revient sur, n'est-ce pas, la performance de ce garçon Haaland, il a fait des choses qui sont extraordinaires. Je pense qu'il faut les noter. Il faut vraiment le souligner. C'est un garçon qui est très client de la plaque. Il essaie de faire des choses. Il concrétise. Il apporte beaucoup de choses, surtout quand il était dans cette équipe de Dortmund, dans ce club de Dortmund. Moi, je pense qu'il faut le noter. Je pense qu'il fait aujourd'hui parmi... il reste demeure parmi les meilleurs attaquants, n'est-ce pas, si on peut, n'est-ce pas, s'exprimer de la sorte. Mais disons, si on fait une comparaison, n'est-ce pas, face à un certain Lionel Messi qui a été super bien au niveau de la Coupe du Monde, a été meilleur joueur, je pense qu'il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Et surtout, il faut notamment parler de l'expérience. Haaland qui vient notamment de monter sur ces différents podiums-là. Je pense qu'il va de soi qu'il essaie de continuer, Haaland, de jouer comme ça, de mettre beaucoup de buts. Pourquoi pas? Peut-être l'année prochaine, on verra. Parce qu'on a vu à un certain Karim Benzema, à un moment donné, il était aussi comme ça quand les Cristiano Ronaldo et Lionel Messi étaient, n'est-ce pas, au top de leur forme. Mais Benzema, il s'est concentré, il a pris la tête de cette formation du Real Madrid à un moment donné. Il a pu faire, finalement, ça a beaucoup donné et ça a porté, ça a permis à Karim Benzema de soulever et de façon logique ces trophées de Ballon d'Or. Maintenant, à Haaland aussi de se concentrer, moi je pense qu'il va de soi, n'est-ce pas, qu'Haaland puisse, n'est-ce pas, augmenter de la concentration sur son football, qu'il essaie vraiment de s'accentuer sur les différentes performances individuelles, pourquoi pas dans son équipe. Mais je pense que ce ne serait pas facile. Mais à un moment donné, je pense que ce garçon-là serait très bien parti pour, n'est-ce pas, soulever ce Ballon d'Or. Est-ce que France Football n'a pas aussi sa faiblesse dans ce Ballon d'Or-là? Imaginons Erling Haaland, meilleur buteur du championnat anglais, de l'histoire, qui prend le triplé, Coupe, Ligue des Champions et Championnat. Imaginons qu'il est le meilleur buteur avec tout ça et qu'un joueur soit le meilleur buteur de la Coupe du Monde en un seul mois. Est-ce que le Ballon d'Or ne se joue pas là? Non, mais écoutez, moi je pense que c'est vrai, Erling Haaland, il a fini meilleur buteur de la Première Ligue, meilleur buteur en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, mais en demi-finale, il n'avait pas marqué, en finale, il n'avait pas existé. Mais écoutez, c'est vrai qu'il au courant de la saison, il avait brillé, mais en demi-finale de la Ligue des Champions, on n'a pas vu Haaland. En finale de la Ligue des Champions, on n'a pas vu un grand Haaland. C'est quand même 50 buts. Ça reste le meilleur buteur. Ça reste le meilleur buteur, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas comparer. Il a été champion d'Angleterre. Messi, il a été champion de la France. Il a été champion d'Europe, donc il a dévancé Messi à ce niveau-là. Mais vous ne pouvez pas comparer la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, ça reste la plus prestigieuse compétition mondiale. Du moment où il change les critères, du moment où la Coupe du Monde entre en jeu, moi je pense que c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde. Il part largement favori et il a le mérite de prendre, comme l'a dit Samuel Eto'o rapidement. Samuel Eto'o l'a dit. Arrivé à ce moment, il y a des règles qu'on crée pour faire plaisir à d'autres personnes, des flèches qui sont d'ici, par là. Pour vous, ce sont des règles qui ont été créées pour permettre à Lionel Messi de brander encore un autre Ballon d'Or? Les règles ne sont pas créées pour permettre à Léo Messi. Je pense que chaque joueur peut se mettre dans cette dynamique pour briguer en tout cas les étapes et puis finit par remporter. Mais si c'est vrai, il cherchait ce titre, c'est vrai, il cherchait en tout cas cette position aujourd'hui d'occuper le grade suprême des meilleurs joueurs les plus titrés au monde. Et aujourd'hui, il en a. Rappelez-vous en 2014, quand il avait loupé la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Et voilà, et en huitième de finale, il avait perdu la Copa, il a été exclu par un carton rouge. Vous comprenez, toutes ces sanctions lui a donné la fougue, la haine.
et puis venir se repositionner, puis revenir encore avec une forme aussi très époustouflante. Et aujourd'hui, il est parti avec cette performance. Je pense que ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, c'est important, mais à un moment, on a vu en 2021, Karim Benzema avait derrière lui l'Africain Sadio Mané. Sadio Mané qui ne souffrait pas de la comparaison. Sur une année civile, il a été décisif. C'était pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Performance XXL de Karim Benzema. On ne peut pas occulter ça. Karim Benzema a été... Non, c'est ça, c'est juste un exemple peut-être que je veux vous donner. Certes, ça ne peut pas se comparer parce que de l'autre côté, il y a la Ligue des Champions et il y a la Coupe du Monde. Mais ça trouverait que Liverpool avait remporté la Ligue des Champions. Peut-être Cannavaro en 2006. Mais en ce moment, ces critères n'avaient pas changé parce que voilà, les critères n'étaient pas changés. Courant 2021-2022. Il y a beaucoup de réactions sur ce ballon d'or. On a Roten qui décrit ce ballon d'or, du ballon d'or de la honte. Ils vont toujours décrier. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. C'est français, oui, mais c'est pourquoi je dis ça, je comprends. Parce que les Français, ils ont le SEM depuis qu'ils ont perdu la finale de la Coupe du Monde. Moi, j'ai dit que les Français, vous savez, il y a des catégories de personnes. Les Français et voilà l'autre, les fans de Cristiano Ronaldo qui décrit ses ballons d'or. Ah bah, c'est la vérité. Non, moi, je vous dis juste les Français. Là, on ne parle pas de Ronaldo, on parle juste d'un ballon d'or où Ronaldo n'est pas là à Nice. Les Français, parce que du fait qu'ils ont perdu quand même cette finale face à l'Argentine, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à avaler cette pilule qui est très amère, qui n'est pas facile à avaler, mais il le mérite largement. France Football, ce n'est pas la FIFA, ce n'est pas l'IFA. Et il y a des gens qui oublient quelque chose. Ce trophée, il est décerné suite à des votes. Il y a un moment où France Football l'organisait avec la FIFA. Et maintenant, ils viennent de l'annoncer, ils vont l'organiser avec l'UEFA. C'est pour dire que France Football n'est pas exempté à tout. Mais ça reste France Football, ça reste en France. Oui, mais c'est co-organisé. Mais n'oublie pas, c'est à l'issue des votes que ce trophée il est décerné. Donc, c'est pas dire que c'est parce que voilà ça et ça et ça. Non, les gens ont voté. Si la majorité a voté pour Messi. Diogo, on va aller avec vous. Est-ce que normalement il faut des votes pour élire le meilleur joueur d'une année? Hassan, je pense qu'il y a assez de polémiques sur cette question-là et ça revient souvent quand Lionel Messi ou César de Pérez, ça a toujours été comme ça. Maintenant, si on revient sur le vote, je pense que la plupart, n'est-ce pas, de ces... Parce que souvent, il y a beaucoup de ces groupes-là, il y a pas mal de joueurs qui font le vote, des entraîneurs, des arbitres. Je pense que moi, je pense que je ne vais pas revenir. En tout cas, je ne vais pas essayer de parler de polémique. Lionel Messi, il a largement mérité, n'est-ce pas, ce garçon. Il a vraiment souffert. Tant d'années, il a souffert pour avoir ce Coupe du Monde-là. Il était parti pour, n'est-ce pas, jouer pas mal de finales. Il n'a pas eu la chance de les remporter. Et finalement, ça a payé à un moment donné. Ce qui veut dire, je pense que ces différentes polémiques-là vont revenir en fonction de l'évolution du temps. Ça a toujours été comme ça. Il y a certains fans de Cristiano Ronaldo qui crient au scandale. Je pense qu'il faut les écouter et c'est leur droit de s'exprimer. Quand on parle de Messi, si on revient à la performance du garçon en question. S'il vous plaît, Hassan. Il a dit quand on parle de Messi, Ronaldo refait toujours surface. Écoutez, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde de football. Et c'est assez logique. Si on analyse de la sorte, je pense qu'il y a certains fans de Cristiano Ronaldo qui ne sont pas contents ou qui ne seraient pas contents du fait que Messi aujourd'hui a plus de ballons d'or que leur champion. Et c'est assez logique. Moi, je pense que déjà, c'est ce qui amène à un moment donné, pendant que ces deux garçons-là étaient, n'est-ce pas, en Espagne, et pendant ces classiques-là, c'était très, très dur à suivre parce que si jamais Cristiano Ronaldo mettait, n'est-ce pas, ce ballon au bout de filet, Messi était obligé de faire quelque chose pour ne pas avoir, n'est-ce pas, la honte vis-à-vis de ces supporters-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça nous permet, n'est-ce pas, à nous régaler, à suivre vraiment du beau football, même si aujourd'hui les garçons-là de l'EDESTA sont partis dans les différents championnats. Moi, je pense qu'ils ont vraiment fait beaucoup de choses en matière footballistique. Et c'est le moment pour nous, n'est-ce pas, de les apprécier. Et les fans aussi étaient
extrêmement contents. Et ça doit toujours revenir. Hein. Je pense qu'il faut de la comparaison pour pouvoir permettre à ces supporters-là d'être contents. Parce que s'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, si c'était nécessaire de faire ce genre de choses, je pense qu'on ne parlait vraiment pas de la comparaison. Je pense que c'est très très beau à suivre tout ça. Alors, il y a un autre monstre, un autre joueur qui espérait en soulever en ce ballon d'or-là. C'est Kylian Mbappé, 43 matchs, 41 buts et 10 passes décisives en club, 10 matchs, 16 buts et 4 passes décisives en sélection. C'est quand même des stats exceptionnels en ce qu'a réussi Kylian Mbappé. Lui, il pensait qu'il allait cette fois-ci être sacré en ballon d'or. Kylian Mbappé, il a cru jusqu'à la fin. Oui, il a cru jusqu'à la fin. On a vu quand même son visage qui s'est décomposé lorsqu'on a annoncé le nom du vainqueur avec Didier Deschamps. Je pense que Mbappé, on ne peut pas dire... déjà, moi, je ne m'attendais pas. Non seulement, c'est vrai, ils ont été champions à Ligue 1, mais à Ligue des Champions, très tôt, ils ont été éliminés. Et de l'autre côté, il a été vice-champion du monde, c'est vrai, mais Haaland, il a fait beaucoup mieux que lui. Et en club, individuellement. Mais quand on parle de la Coupe du Monde, oui, c'est la Coupe du Monde, mais on parle quand on dit que là, on parle de la Coupe du Monde et du Ballon d'Or. Non, quand on dit qu'on a changé, c'est vrai. Son petit triplé, oui, il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde d'ailleurs. Meilleur buteur. C'est qu'il a réussi. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, mais je pense que Haaland aussi qui a été quand même, qui a pris 3 trophées avec Manchester City, même s'il n'a pas été à la Coupe du Monde, il le méritait d'être devant Mbappé. Hein. Il méritait aussi devant Messi. Non, il ne méritait pas devant Messi du tout. Mais l'autre, il est champion. Lui, il a été vice-champion. Je pense pour ne pas revenir un peu sur les dires de Zénab. Vous pouvez revenir, hein. Ben, de toute façon, Mbappé ne peut pas devancer Haaland dans cette position, dans ce classement. Avec un triplé magnifique en finale de la Coupe du Monde. Vous l'avez rappelé que la Coupe du Monde est plus importante que la Ligue des Champions. C'est là qu'il faut passer sur... Alors pour vous, les performances de Mbappé... Sur une comparaison d'une année civile. C'est là qu'il faut exister cette comparaison d'une année civile, comparativement entre Haaland et Mbappé. L'année civile, il est présent. Quand on parle de l'année civile, Haaland, il le mérite que... Oui, c'est ce que je dis maintenant. Je ne parle pas de l'année civile. L'année civile, il mérite plus que Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il a fait, Lionel Messi, l'année civile? Mais allez-y fouiller dans... Il est là, les statistiques. C'est vrai, ça n'a pas tout marché. Ça n'a pas trop marché pour Seulement en club, il n'a pas progressé. C'est ça l'année civile, c'est un club. C'est un club et en Ligue des Champions, pas si. En club, il a été champion avec qui? Avec le non, les performances individuelles, il n'a pas marqué assez de buts comme il a l'habitude de le faire avec le Barça. Il n'a pas donné beaucoup de passes décisives. Il n'a pas été décisif. Je suis un peu dubitatif, mais peut-être que vous n'avez pas compris. Messi était dans une sorte, je ne sais pas les mots manquent pour qualifier, où il allait perdre. Il a l'émotion passée. Non, pas l'émotion. Tout le monde le sait. Mais Messi allait perdre son statut de meilleur joueur du monde quand il allait rester au sein du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a été dénigré, il a été complètement, comment je peux dire, il n'a pas été considéré. À un moment, il voulait imposer le leadership de Mbappé face à un certain Messi. C'est ainsi, à un moment, il s'est retiré du staff, il s'est retiré de ses coéquipiers, il a fait un beau temps. Et pendant ce temps, on le jugeait. Mais quand il a signé son retour, le jour où il a signé son retour, il a marqué, il a fait des passes décisives. Ça, c'est une année civile. Pour vous, sur une année civile, oui. Il est 5 fois plus bon que Mbappé. Bien sûr. Non, bien sûr. Sur une année civile, Bien sûr. Sur une année civile, Mbappé, il a été beaucoup plus performant de ce côté-là. Parce que Messi, il a eu du mal à s'intégrer. Il est arrivé dans un environnement, d'abord, il y avait un roi surprotégé qui est Mbappé. Et ce trio Mbappé, Neymar, Messi, ça n'a pas tout donné. Il a eu vraiment du mal à s'intégrer, à se faire une place au PSG. Et sur une année civile, il n'allait pas prendre quand même ce trophée de Ballon d'Or parce que si on partait sur une année civile, Haaland, il allait partir. Il a la Ligue des Champions, FA Cup, championnat, meilleur buteur, Ligue des Champions, championnat en Angleterre. Alors, Diogo, on va partir avec vous sur une année civile. Est-ce que vous donnez le BO à Lionel Messi? Je n'ai pas bien compris la question. Sur une année civile, est-ce que vous donnez le Ballon d'Or à Lionel Messi sans la Coupe du Monde cette année? Si je pourrais donner le Ballon d'Or cette année à Lionel Messi, ou bien vous parlez de la... En une année civile, Diogo, en une année civile, sans la Coupe du Monde, avec ses performances au PSG, est-ce que vous donnez ce Ballon d'Or à Lionel Messi? Non, je pense que
si ça la Coupe du Monde, je pense que ça serait difficile, n'est-ce pas, pour cette année. L'année passée, disons, de donner ce ballon d'or à Lionel Messi, ça serait, n'est-ce pas, de l'injustice parce que Haaland, de l'autre côté, a été, n'est-ce pas, extraordinaire. Il a joué la Ligue des Champions, il a été très, très performant. Moi, je pense que si c'était, les règles étaient basées que seulement sur la Ligue des Champions, je pense que Haaland, n'est-ce pas, devait prendre ce ballon d'or-là. Mais il n'a pas été à la Coupe du Monde, malheureusement. Ce qui fait que je pense que ça a permis, n'est-ce pas, à Lionel Messi. Comme lui aussi, il a été performant individuellement, il a été un très, très grand leader. Il a beaucoup apporté à son équipe, à cette équipe nationale. Je pense que ça a permis vraiment, n'est-ce pas, à Lionel Messi de prendre le devant face à Haaland. Maintenant, si on revient sur l'année civile de l'année dernière, que sur la Ligue des Champions, je pense que moi, personnellement, je ne donnerais vraiment pas ce ballon d'or à Lionel Messi. Alors, il y a un autre monstre qui espérait soulever en ce ballon d'or, même si on l'a effacé carrément des trois, c'est Kevin De Bruyne avec des stats magnifiques, 49 matchs, 10 buts, 30e passe décisive en club, 10 matchs, 2 buts, une passe décisive en sélection. C'est quand même un peu décevant de ne pas le retrouver dans les trois premiers. Ouais, un peu décevant parce que si rien n'est civil, je pense qu'il dépasse Mbappé. Il a été champion d'Angleterre, il a été champion d'Europe, la Ligue des Champions, FA-Cup et tout. Je pense qu'il pouvait finir troisième quand même. Moi, je m'y attendais qu'il termine troisième. Mais je pense qu'à ce niveau-là, vu que Mbappé, il a été peut-être demi-finaliste lors de la Coupe du Monde, il a pris la troisième place. Mais De Bruyne, il avait fait quand même une saison magnifique avec Manchester City, même si lors de cette fête, il n'y était pas parce qu'on sait qu'il est blessé, mais il méritait quand même d'être... mais devant Mbappé qui a été vice-champion du monde, c'est compliqué. Hein? Et trouver Kevin De Bruyne parmi les trois, c'était possible. Parmi les trois, c'était possible parce qu'il a totalisé 100 points sur le vote. Encore une fois, France Football a mentionné en tout cas un dernier critère qui est le talent du joueur, la classe du joueur. J'avais du mal moi-même à cerner entre Mbappé et Kevin De Bruyne quel est le talent qui est à l'état pur. C'est vrai, quand on me dit en termes de génération, on va choisir Mbappé. Mais en termes de rentabilité, en termes d'effort individuel, on pourrait aussi choisir ce jeune Kevin De Bruyne. Alors, j'étais un peu dubitatif moi aussi sur ce classement, voire à la 4e position devant lui et Mbappé. Non, moi, je pense qu'à ce niveau-là, la Coupe du Monde a pesé, c'est sûr. Voilà, sur Kevin De Bruyne devant Mbappé. Mbappé devant Kevin De Bruyne. Alors, dans le même temps, on va en parler. Une enquête révèle que le Ballon d'Or demeure un événement majeur pour les sympathisants du monde du football. 61%. La cérémonie est suivie par un quart du monde entier. Toutefois, les avis divergent quant à sa réelle valeur. Seulement 38% des personnes interrogées estiment que le Ballon d'Or récompense de manière objective et impartiale le meilleur joueur du monde. Les personnes sondées pensent que les votants devraient principalement se baser davantage sur la performance en Ligue des Champions, 35%, et sur les performances collectives, 40%, ce qui, cette année, jouerait en grande faveur des Haaland, vainqueurs de la C1 et de la Premier League. Alors, pour vous, est-ce que ce Ballon d'Or-là peut désigner le meilleur du monde? Ouais, je pense que c'est individuellement, c'est le plus prestigieux trophée et qui récompense le meilleur joueur au monde parce que le Ballon d'Or, ça dépasse aujourd'hui tous les autres trophées, à part la Coupe du Monde quand même, qui est le trophée le plus majeur. Individuellement, je pense que c'est pour le meilleur joueur au monde. Hein. Alors, sauf si les règles, ça dépendra des règles. Est-ce que ce Ballon d'Or-là peut désigner le meilleur de tous les temps? Bah oui, moi je dis oui, il peut désigner le meilleur de tous les temps parce que si c'est le meilleur trophée, le trophée le plus prestigieux, et forcément quand on le donne à quelqu'un, c'est qu'il est le meilleur. Ça peut désigner le meilleur de tous les temps, ce Ballon d'Or? Tout à fait. Rappelez-vous, depuis 2009 jusqu'à nos jours, si on cite 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde, on peut compter par Messi ou par Ronaldo. Et ils ont mérité. Ils ont fait en tout cas preuve de maturité, preuve de mérite, en tout cas de ces années, de ces 10 dernières années de performance. Encore une fois, pour qu'on dise que le Ballon d'Or là peut vraiment démontrer le meilleur joueur. Rappelez-vous que Luka Modric, quand il a fait... De tous les temps, bien sûr. Bien sûr. Luka Modric, quand il a fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid et allé en Coupe du Monde avec la Croatie, il a été époustouflant, il a fait de gigantesques performances.
2018. En 2018, il a pris ce trophée Ballon d'Or. Karim Benzema en est aussi un exemple illustratif. Je pense qu'il suffit seulement de respecter les critères, il suffit seulement d'aller sur, en tout cas, les réalités de la saison, et puis il peut définir le meilleur de tous les temps. Alors Diogo, on va partir avec vous. Est-ce que ce Ballon d'Or-là peut être considéré comme le meilleur de tous les temps quand on l'a? Exactement, Hassan. Je pense que ce Ballon d'Or-là permet, n'est-ce pas, à ces meilleurs joueurs, n'est-ce pas, de venir à un moment donné, n'est-ce pas, prouver au monde footballistique voilà, qu'ils sont capables. Mais moi, je pense que ça peut toujours être, n'est-ce pas, ça peut toujours permettre aux meilleurs joueurs du monde entier, au monde entier plutôt, n'est-ce pas, de prendre ce trophée-là, de prendre, n'est-ce pas. Moi, j'ai... Allez-y, Diogo. Voilà, je voulais dire que ce trophée-là, je pense, permet, n'est-ce pas, aux meilleurs joueurs au monde, n'est-ce pas, d'avoir de la hauteur, d'avoir, n'est-ce pas, de la grandeur sur les autres. Maintenant, si on revient sur, n'est-ce pas, certains jeux ou certaines, n'est-ce pas, compétitions en ce qui concerne, n'est-ce pas, parce que je voulais tout simplement parler de Kylian Mbappé pendant qu'il est dans ce club de Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra que Kylian Mbappé décide de partir de ce club de Paris Saint-Germain parce que c'est comme s'il y avait de la malchance à ce garçon-là parce que c'est un garçon qui est vraiment très technique, exceptionnel. Il marque beaucoup de buts. Il a vraiment aujourd'hui le talent de remplacer, pourquoi pas de prendre la place d'un certain Cristiano Ronaldo. Mais je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, pendant il a été invité, il est parti, il n'a pas eu de trophée individuel. C'était pour moi une parenthèse là. Mais je pense qu'il va vraiment pouvoir, n'est-ce pas, prendre certaines décisions. Il prendra de la hauteur, pourquoi pas aller dans ce club du Real Madrid, pourquoi pas aller tenter un autre défi. Je pense que ça serait meilleur, ça serait une très très bonne option pour ce garçon-là qui a Mbappé, n'est-ce pas, de quitter le Paris Saint-Germain et aller, n'est-ce pas, trouver un autre club et pourquoi pas aller prendre cette Ligue des Champions parce que vraiment, ça nous permettra, n'est-ce pas, de vouloir un autre Kylian Mbappé parce qu'au Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'y a pas tellement de concurrence. C'est qu'Mbappé, c'est Mbappé seulement, mais quand il va aller dans ce club, n'est-ce pas, du Real Madrid, il aura beaucoup de défis parce que là-bas, il y a des joueurs, n'est-ce pas, notamment aussi qui sont exceptionnels, il y aura vraiment de la concurrence. Et s'il y a un entraîneur qui maîtrise, n'est-ce pas, ces différentes compétitions, et ça permettra à Mbappé, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Et pourquoi pas lever sa malchance et aller, n'est-ce pas, prendre ce ballon d'or-là. Il y avait des noms qui n'en avaient pas droit pour ce ballon d'or-là. On retient Diego Armando Maradona, on retient Pelé, Socrates, Canrincha. Ce sont des joueurs qui n'en avaient pas droit quand ils jouaient au football. Il n'y avait que des Européens qui en avaient droit. Ouais. Alors, citant ces grands noms-là et en voyant les 8 ballons d'or de Lionel Messi et les 5 de Cristiano Ronaldo, est-ce qu'ils sont au-dessus de ces joueurs-là? Parce qu'on sait qu'eux, ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas droit en leur temps. D'abord, dire que c'est le meilleur joueur au monde, je pense que si nous disons c'est lui qui prend ça, c'est le meilleur joueur au monde, il y aura beaucoup de meilleurs joueurs au monde. Je pense qu'à cette époque où le joueur prend, il devient le meilleur joueur au monde. Maintenant, reste à savoir pour être le meilleur joueur au monde, il y a des stars, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais Maradona et Pelé, Roi Pelé, ils restent quand même des légendes du football mondial qui ont marqué leur époque et qui resteront à jamais dans les annales du football mondial. Mais en ce moment, les règles, je ne dirais pas au-dessus, peut-être sportivement, mais si nous, c'est des joueurs qui ont marqué. Mais quand vous dites le meilleur joueur de tous les temps, c'est des joueurs. Par exemple, c'est des joueurs. Il faut assumer ces C'est des joueurs. Laissez-moi le bout de mes idées. Ce sont des joueurs qui ont marqué leur époque. En ce moment, les règles du Ballon d'Or, les règles du Ballon d'Or, et en ce moment, ce n'est pas pareil. Mais Messi, lorsque nous regardons ce que Messi a accompli dans l'ensemble de sa carrière, je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur au monde. Il a dépassé les 8 ballons d'or. Il a tellement de trophées. Il dépasse Maradona, il dépasse Roi Pelé. En tout cas, que ce soit. En quoi il dépasse regardez les stars. Non, les trophées que Pelé, Messi... il est combien de fois champion du monde? J'ai dit les stars. Messi, c'est qu'il a fait dans l'ensemble de sa carrière. Dans l'ensemble de sa carrière... le meilleur de tous les temps. J'ai dit dans l'ensemble de sa carrière, Messi, c'est qu'il a fait, aucun joueur ne l'a fait jusqu'ici. Aucun joueur. Maradona n'a joué que quelques clubs européens. Mais Maradona, c'est vrai qu'il a joué. Mais à son époque, en ce moment, c'est que Maradona... Parlez-moi des trophées de Maradona.
Non, je vous dis juste, quand on regarde ce que Messi il a accompli, c'est que Messi doit appeler. Moi, je vous dis, ce sont des légendes. Ce sont des légendes qui vont rester à jamais dans les annales du football mondial. Mais c'est que Lionel Messi l'a accompli dans sa carrière, aucun joueur ne l'a fait. Il reste le meilleur de tous les temps. Vous basez sur le Ballon d'Or? Pas que sur le Ballon d'Or. Il a combien de trophées? Il est champion du monde, Ballon d'Or, combien de Ligues de Champions, combien de fois soulier d'or? Ces trophées, on a... Est-ce que les trophées européens, on peut faire de quelqu'un meilleur joueur de tous les temps? Parce que Messi, il est Ballon d'Or. C'est l'Europe qui décerne. Il est soulier d'or. C'est l'Europe qui le décerne. Il a la Ligue des Champions. C'est l'Europe qui le décerne. Alors, est-ce que ces trophées fait de quelqu'un le meilleur de tous les temps? Alors que, surtout, quand on a des monstres qui sont passés, on a par exemple Maradona qui a joué bien sûr pour des équipes européennes, mais on a Pelé qui n'a jamais joué pour une équipe européenne, qui a joué pour Santos. Après, il a terminé sa carrière aux États-Unis. On a aussi Garrincha, il ne faut pas l'oublier, et Socrates qui étaient des joueurs monstrueux en leur temps. Vous savez, les années se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Et puis chaque époque a ses réalités. Diego Maradona, vous parlez de Pelé, vous parlez de l'autre là, Garrincha également. Mais il faut comprendre que Messi appartient à une génération ou à une époque aussi plus spécifique que les autres années où ses pères ont pu, ce que ses pères ont pu faire. Aujourd'hui, c'est vrai, vous parlez de l'Europe qui occupe à 95%. C'est le centre du football mondial. Le centre du football mondial. Je pense que c'est l'épicentre. Merci de me prêter l'expression. Mais derrière, il y a le nationalisme parce que c'est vrai. Le nationalisme. Oui, je veux parler de son équipe nationale. Et vous allez comprendre que c'est vrai, si vous prenez un peu les comparaisons, la plupart des trophées seront bien évidemment au sein de l'Europe. Mais quand il revient aussi au sein de son équipe nationale, il fait ce qu'il peut faire. Il appartient à une génération où tout le monde travaille pour lui. Et là, ça lui donne des performances. Là, ça lui donne des statistiques qui peuvent lui permettre de revenir encore s'imposer avec cette influence-là. Est-il le meilleur de tous les temps ou quoi? Est-il le meilleur de tous les temps? Rapidement. Il le sera toujours. Il ne l'est pas. Il l'est. Non, c'est une question, mais c'est une responsabilité morale. Hein, bien sûr. Et des millions de personnes vous regardent. Je suis d'accord. Il est le meilleur de tous les temps. Il est le meilleur de tous les temps. Voilà. Bien avant qu'on essaye de décerner le Ballon d'Or de 2024. Pour l'instant, Haaland et Bellingham sont bien partis là-dessus. Ça, c'est ma perception, c'est mon appréhension là-dessus. On parle de Lionel Messi. Non. À 25 ans, Messi avait déjà son Ballon d'Or. Moi, je me dis ce que Lionel Messi a fait. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un joueur qui le fera pas un jour. Oui. Mais ça va être encore, je le disais, j'étais tombé sur des jeunes qui étaient en pleine discussion. Ils m'ont demandé encore sur cette question. Je dis, ça fait un plaisir de voir notre génération, notre temps, de voir Cristiano Ronaldo et Messi en train de jouer. Tu sais, alors, avant de revenir avec vous rapidement, on va partir, hein, parce qu'on a, c'est vrai, Diogo de parole. Diogo, est-ce que cet trophée pris en Europe peut faire quelqu'un le meilleur de tous les temps, soulier d'or, Ligue des champions européenne, Ballon d'or décerné par France Football qui se trouve en Europe, alors qu'il y a des monstres qui sont passés comme Diego Armando Maradona, on a aussi Pelé, Garrincha, on a même un joueur exceptionnel, Van Basten avec la Hollande. Est-ce que Messi mérite ce titre de meilleur joueur de tous les temps? Exactement, je pense qu'il n'y a pas à discuter. Si on revient notamment sur les années passées du football-là, je pense qu'on peut encore, n'est-ce pas, prendre ce ballon d'or-là et décerner à certains joueurs à un moment donné qui avaient très très bien joué, qui avaient été exceptionnels, qui avaient aussi un talent de Lionel Messi. Maintenant, si on revient, n'est-ce pas, avec le développement du football en fonction de ces dernières années, je pense que le Messi, il peut, n'est-ce pas, être le meilleur joueur du monde actuellement, parce que quelqu'un qui a mobilisé 8 ballons d'or, je pense qu'il n'y a pas à discuter. Et je pense que dans les 20 dernières années, si ce n'est pas un Cristiano Ronaldo, on ne peut absolument pas, n'est-ce pas, parler d'un joueur qui pourrait, n'est-ce pas, être tout près de Lionel Messi. Si on le voit jouer, si on le voit sur le terrain, je pense que c'est vraiment gigantesque, c'est vraiment très très performant. On peut même pas, on se pose même des questions ensemble quelquefois, si c'est un humain, Lionel Messi, parce qu'il marche beaucoup plus sur le terrain maintenant
s'il y a des actions, on voit Léo Messi qui part rapidement, qui essaie vraiment de bien se placer, qui met de buts exceptionnels. Moi, je pense que ça a été vraiment mérité pour ces garçons-là, Lionel Messi. Et en fonction de ça, on peut se baser pour tirer une conclusion que Lionel Messi reste le meilleur joueur du monde de footballistique. Même si, n'est-ce pas, à un moment donné, à l'époque, pendant que les Diego Maradona jouaient le football, il n'y avait vraiment pas un développement footballistique. Il n'y avait vraiment pas la nouvelle technologie de l'information. Aujourd'hui, on peut être ici et connaître, n'est-ce pas, les différentes activités sportives dans pas mal de pays. Je pense que ça a permis aussi, n'est-ce pas, à nous, analystes sportifs, pourquoi pas, à certains supporters, pourquoi pas à certains, n'est-ce pas, fans, de connaître, n'est-ce pas, comment est-ce que les séjours se déroulent. Je pense que ce n'est qu'une partie d'une petite remise. Au-delà des 8 ballons, de la Ligue des Champions, il a aussi je pense que ça nous permet, nous, nouvelle génération, de se régaler, n'est-ce pas, après 20 ans, on pourrait voir un joueur à la trempe de Messi, à la trempe de Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il faut vraiment se poser pas mal de questions. Alors, c'est un joueur qui a tout gagné. Je pense que Lionel Messi, la seule chose qui lui restait, c'était cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a gagné cette Coupe du Monde et il est au sommet du football mondial. Vous savez, vous parlez de l'Europe, tu parles de l'Europe, Hassan, mais tu ne peux pas comparer si le football américain était aussi développé ou que le football africain. Là, on pouvait comparer, mais l'Europe aujourd'hui reste quand même le mastodonte du football mondial. Tout passe par là, que ce soit la Ligue des Champions, tout passe par là. On voit aujourd'hui le football américain en Asie, ça on n'en parle même pas. Il y a d'autres disciplines qui sont en avance dans ces continents-là, mais quand on parle de football, c'est l'Europe. Lionel Messi, il a tout pour lui. Tout pour lui et ça reste pour moi le meilleur joueur du monde de tous les temps. C'est difficile de comparer parce que au moment des rois Pelé et actuellement, en ce moment, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des manquements, le fair play n'était pas le même. Il y avait beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui au cours des années, qui se sont succédées, ce qui fait que c'était un peu difficile de comparer, mais il reste quand même eux aussi des légendes du football mondial qui ont marqué les esprits et qui resteront à jamais dans les esprits. Selon Gena Bepassi, Messi c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un débat qu'on va continuer lundi prochain parce qu'il y aura aussi Major et Dian. Ils vont donner leur avis. On aura aussi d'autres invités qui vont essayer, des spécialistes qui s'y connaissent, qui vont essayer d'approfondir la situation pour eux qui est le meilleur de tous les temps. On va refermer cette page, on va marquer juste une pause. Après, on revient derrière pour parler de l'OM et surtout d'Eric de Aubameyang. Ça ne va pas du tout pour Emeric Aubameyang, crédité d'un but en 10 journées de championnat disputé. Pierre-Emerick Aubameyang fait plus que jamais débat à Marseille. L'OM est resté muet face à Lille samedi soir au Vélodrome, titulaire pour l'occasion. Emeric Aubameyang n'a pas su se montrer menaçant devant le but des Dogs, toujours cantonné à une réalisation en Ligue 1 depuis son arrivée à Marseille cet été. C'est quand même compliqué ce qu'il est en train de vivre en Pierre-Emerick Aubameyang, Zainab. Ouais, très compliqué. Mais vous savez, quand tu signes, quand tu es sur le point de signer pour l'OM, déjà dans la tête, tu dois te préparer. Tu viens au sein d'un club où, quand tu arrives à performer, à leur donner ce qu'ils veulent, ils vont t'acclamer. Mais quand tu n'arrives pas vraiment à performer, tu vas t'attendre à ces genres de situations-là. Et c'est qu'aujourd'hui, Aubameyang est en train de vivre. Ça peut casser complètement le moral. Mais il succède aujourd'hui à Belardi, qui à un moment donné avait vécu les mêmes situations au Vélodrome, où il se faisait siffler à chaque apparition qu'il faisait sur le terrain. Et c'est très compliqué. Le public de Marseille, ils sont tellement chauds. À un moment donné, si tu n'as pas l'esprit vraiment tranquille, tu ne pourras pas tenir longtemps. On l'a vu ce samedi lors de cette rencontre Marseille et Lille, où ils ont terminé sur un match nul. Ils l'ont sifflé quand ils sortaient vraiment du terrain. C'est vraiment un peu
comment je vais dire ça, c'est un peu compliqué. Et c'est même pas, on ne peut pas, c'est vrai, aujourd'hui, il a perdu sa vitesse. Sa qualité, Aubameyang, il a perdu sa vitesse. Quelque part, je peux comprendre. C'est un joueur, un attaquant qui est arrivé à un moment donné où ils étaient très attendus. Il était très attendu par, que ce soit le club, les supporters. Tout le monde pensait qu'il allait faire l'affaire. Il vient en 10 matchs, il n'a inscrit qu'un seul but, a livré une seule passe décisive. Donc, c'est une déception du côté de ce public-là qui attendait beaucoup plus de la part d'Aubameyang. Il n'arrive pas à confirmer. Et il y a ces sifflements qui commencent déjà maintenant dans les tribunes et tout. Même si il y a son entraîneur et quelques-uns qui prennent sa défense, mais ça commence à être compliqué parce que si toutefois il n'arrive pas à revenir, à leur donner ce qu'ils veulent, à marquer des buts. Vous savez, au Vélodrome, c'est compliqué. À un moment, on a vu des joueurs paillettes ils ont lancé des bouteilles sur eux. Ça arrive toujours. C'est tellement chaud. Il faudrait qu'ils se remettent sur pied. Mais c'est un joueur Aubameyang qui a joué en Angleterre, qui a joué en Espagne, en Allemagne. Il a rencontré ses problèmes passifs. Oui. Un rendement insuffisant qui ne manque pas de faire débat dans la cité. Mais Gattuso, comme l'a dit, l'a soutenu. Il a confiance au Gabonais. Il va le maintenir. Oui, j'ai comme l'impression, comme Deco et Jürgen Klopp, vous comprenez, certes ça ne marche pas avec le jeune, mais je pense que, comme Zinab l'a dit, il a perdu ses performances, il lui faut un temps de repos. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué au niveau de Chelsea, ou peut-être sa carrière, moi je vis, était sur une pente glissante. Et au jour d'aujourd'hui, c'est trop désordonné sa carrière. Oui, c'est trop désordonné. Oui. Le patron, on le retrouve en Angleterre. Effectivement. Il ne fait pas une année. Après, non, mais on ne peut pas. Vas-y, mais on ne peut pas l'enterrer. Non, on ne peut pas l'enterrer quand même. Mais n'oubliez pas aussi qu'il a avancé en âge aussi. 34 ans. 34 ans. Donc tout ça, ça peut aller. Il manque d'organisation dans sa carrière. Il est sur une pente glissante. Il vient au sein d'un club où il y a trop de pression, c'est-à-dire la pression des supporters est plus que même par rapport au staff. Et derrière, il n'a pas d'automatisme. Et puis, je pense qu'il s'est fait victimiser. Pourquoi? Parce qu'un attaquant, en tout cas de métier, 10 matchs, en seulement un but marqué, je pense que ça interpelle. Oui, ça arrive. Si un attaquant ne marque pas, mais il peut faire marquer. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a marqué qu'un seul but, mais il n'a pas fait de passes décisives. Je pourrais aussi comprendre. Ça, on parle de la Ligue 1. En Europe, il a marqué 4 buts. Voilà, Ligue des Champions. Mais écoute, moi, je pense que c'est tout un système. Si aujourd'hui, il ne marque pas, il n'y a pas que lui. Quand il regarde le jeu de l'OM, toi-même, tu vois qu'il y a des problèmes. Un attaquant, c'est un buteur. Si aujourd'hui, il n'est pas dans un système qui lui permet aussi de marquer, ça sera très compliqué. Le championnat français est un championnat très ouvert. C'est un championnat mais à l'OM, on ne parle pas du championnat en général. Non. C'est pourquoi plein d'attaquants qui connaissent le sens de placement. Tu peux pas comparer PSG et l'OM, ça c'est pareil. Là, on parle de l'OM. Là, on parle de l'OM, le système qui est là. Là, on parle de l'OM. C'est ce que je suis en train de dire. L'OM a suscité de l'espoir à l'orée de la nouvelle saison. Il se préparait même, c'est ce qui a fait. Pour la Ligue des Champions. Certes, quelque chose ne convenait pas, comme on l'a compris avec Gattuso. Et puis son arrivée au sein du club aussi a suscité de l'espoir. Le projet de vente est officiel. Le projet de vente aussi est officiel, il faut le dire derrière. Alors, je pense que Antoine, c'est trop catastrophique. Un attaquant, c'est qui? C'est celui qui marque. Pourquoi aujourd'hui on parle de Guirassy? Pourquoi aujourd'hui on parle de Haaland? Il se met au rideau. Et puis, le deuxième ballon, il attend, il met dedans. Ou s'il est en mal position, et puis il place à un de ses coéquipiers. Parce qu'il est mis dans un système qui lui permet aussi de marquer. Mais quand tu regardes l'OM, quand il les voit jouer, tu regardes toi-même le système qui est mis là aujourd'hui ne le permet pas de marquer des buts. Moi, je ne suis pas en train de prendre parti, de dire que c'est un attaquant, c'est un buteur, même si c'est un joueur qui a perdu sa vitesse qu'il avait. Et cette vitesse qui faisait qu'on avait peur de lui à un moment donné. Quand on parle d'Aubameyang, on sait que c'est un joueur virevoltant, un joueur qui a de la vitesse, de la profondeur. Il a perdu ces qualités-là aujourd'hui, mais on ne peut pas l'enterrer. Il a fini quand même meilleur buteur en Bundesliga quand il était à Dortmund. Il a fini à un moment donné comme meilleur buteur en Première Ligue. On ne peut pas l'enterrer carrément, même si à Chelsea ça n'a pas marché, au FC Barcelone on sait que ça n'a pas trop marché, mais à l'OM, si le système, je pense qu'il est mis en place, ne le permet pas aussi, parce que ce n'est pas que lui, on ne peut pas remettre tout aujourd'hui sur le joueur-là. Il y a eu combien d'entraîneurs qui se sont succédés à l'OM ces dernières années? Tudor, à un moment, on parlait de ses sifflements. Tudor, il s'est fait siffler au Vélodrome à combien de reprises avant qu'il ne quitte?
On a vu Belerde à un moment donné qui vivait ces moments pareils. Moi, je pense qu'à un moment, ils doivent essayer de mettre de l'eau dans leur... Voilà. Oui, ça c'est la configuration. C'est aussi ça à Marseille. Hein. Ouais, on va partir avec Diogo. Vous êtes là avec nous, j'espère. Oui, je suis là, Hassan, je vous écoute. Alors, Diogo, on va parler maintenant de Pierre-Emerick Aubameyang. La chute, elle est vraiment compliquée pour ce joueur. Il nous a fait rêver, mais aujourd'hui, on ne le retrouve pas comme on a envie de le voir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous êtes en Europe. Bah, écoutez, Hassan, déjà dans cette équipe de Marseille, quand il vient, il y a déjà une obligation de résultat qui est demandée, n'est-ce pas, à ces joueurs Aubameyang, qui à un moment donné a été très performant dans sa différente carrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on essaye de voir, n'est-ce pas, la performance de ces garçons-là, je pense qu'il a vraiment perdu beaucoup de choses. Il a perdu notamment sa vitesse. Et surtout quand il vient remplacer un certain, n'est-ce pas, Alexis Sanchez, qui était là, qui a été très, très performant dans ce club de Marseille. Je pense qu'il y a déjà une pression derrière. Et les supporters... Et qu'on peut compter beaucoup plus, n'est-ce pas, sur ces garçons-là pour surmonter la pente, qui ne doit pas aller, n'est-ce pas, prendre ces championnats français. Et si on, n'est-ce pas, on voit l'évolution de cette compétition, n'est-ce pas, de ce championnat, je pense qu'Aubameyang aujourd'hui, il est en manque de résultats. Il va de soi qu'il essaie, n'est-ce pas, de remonter cette pente-là et de beaucoup travailler sur la vitesse, de beaucoup travailler, n'est-ce pas, sur sa technique, de beaucoup travailler sur son public. Je pense que c'est vrai, il prend de l'âge de l'autre côté, mais dans ce club de Marseille, je pense que ça demande beaucoup. Il y a déjà un manque, il y a déjà une obligation de résultat qui est demandée. Il y a une forte pression de la part de ces supporters-là. Ils viennent à parler à l'instant T, n'est-ce pas, de ces différents entraîneurs qui se sont succédés, n'est-ce pas, dans ce club de Marseille. Quand tu viens, si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, si tu n'arrives vraiment pas à faire, d'apporter de la satisfaction, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent même demander dire out à ces garçons, Aubameyang. Et je pense que c'est très regrettable pour ces garçons-là. Il va de soi qu'ils essayent vraiment de se remettre en cause pour, n'est-ce pas, nous apporter ce qu'il a l'habitude de nous donner en matière footballistique, parce qu'on a vu, n'est-ce pas, ce garçon-là, pendant qu'il était dans ce club d'Arsenal, il faisait beaucoup de choses, même si à un moment donné, dans ce club du Barça, ça n'a pas vraiment réussi à ce jour-là. Jusqu'à présent, il n'a vraiment pas retrouvé un véritable club. Maintenant, la question qu'il va falloir vraiment se poser, est-ce qu'il a la possibilité d'avoir beaucoup plus de performance? Est-ce qu'il est très bien placé? Est-ce qu'il a la confiance nécessaire de la part de son entraîneur pour pouvoir s'imposer? Parce que ça arrive souvent, n'est-ce pas, à certains joueurs, notamment à ça, on a vu beaucoup de joueurs qui sont passés par là, mais quand ils ont retrouvé d'autres clubs, on a vu qu'ils se sont performés, ils nous ont montré beaucoup plus d'autres images, n'est-ce pas, footballistiques, d'autres capacités. On va, n'est-ce pas, observer cette année encore, n'est-ce pas, ce garçon Aubameyang, si on ne lui dit pas out, et je pense qu'il va s'adapter en fonction de l'évolution de ce championnat. Il pourra apporter beaucoup de choses parce que, en tout cas, c'est quelque chose de clair. Ce garçon-là, il est très technique. Il fait beaucoup de choses en matière footballistique. Il est très performant. Mais je pense que dans ce club de Marseille-là, il n'arrive vraiment pas à aller de l'avant. Il n'arrive vraiment pas à montrer sa capacité. Et attendons de voir, n'est-ce pas, en fonction de l'évolution des choses, parce qu'il y a beaucoup de critiques. Je pense qu'il va écouter ces critiques-là et les positiver et nous montrer, n'est-ce pas, de belles images sportives. Alors, Zénab, on va partir avec vous. En général, Gattuso, lui, a confiance à son attaquant pour dire qu'il ne faut pas l'enterrer du tout. Il peut revenir fort, hein, Aubameyang. Oui, il a confiance à son attaquant. Il dit ils ne sont encore qu'à la 10e journée. Il ne faut pas tout de suite l'enterrer. Et vous savez aussi, dans son rôle d'entraîneur, il doit forcément protéger son joueur, aider son joueur non seulement à garder le mental d'acier, parce que à l'OM, tu joues pour deux équipes. Tu joues pour l'équipe proprement dit sur le terrain, tu joues pour le public. Et tu peux ne pas, si tu veux, te comprendre avec le staff. Mais quand tu ne te comprends pas avec le public, plus souvent, tu ne vas pas durer. On a vu tout d'or à un moment donné, on le sifflet, c'est un entraîneur. À chaque fois, un entraîneur, forcément, il va rester autour du stade, autour du rectangle vert, j'allais dire. On le sifflait à chaque occasion et finalement, l'environnement était tellement pollué qu'il a fini par partir. Marcelino, on a vu dans quelle situation lui aussi il est parti. Donc si ça commence déjà pour Aubameyang, il serait temps pour qu'il se reprenne,
Mais disons-nous la vérité, il ne sera plus cet Aubameyang qu'on a connu par le passé. L'âge aujourd'hui avance, il a perdu ses performances physiques qu'il avait. Sa vitesse, ça, on n'en parle même pas, parce qu'avant, si les gens parlaient de lui, on avait peur de lui, c'était cette vitesse-là. Il a perdu carrément cette vitesse aujourd'hui. Il ne pourra donner que ce qu'il peut, qu'on le mette dans un système, et on verra ce qui va se passer après. Mais là, ça ne sent pas bon, parce que s'il commence déjà à le siffler, le reste de la saison, ça sera très compliqué au Vélodrome. Lundi, on va parler de la vente de l'Olympique de Marseille, parce que c'est officiel. Selon le communiqué du club, le club est mis en vente. Et il y a l'Arabie Saoudite qui est en train de se presser de ce côté pour essayer de le racheter très rapidement. Ça peut être, rapidement, quelques secondes, ça peut être le nouveau Paris Saint-Germain de la France. Oui, certainement le nouveau Paris Saint-Germain. Moi, je pense que déjà, c'est un club qui aujourd'hui souffre énormément. Ils ont assez de problèmes. Peut-être le fait de revendre ce club-là pourra les aider à se maintenir financièrement, même si parfois ça ne donne pas. On a vu le cas de Lyon à un moment donné, depuis que Textor il a racheté le club. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais s'il y a un problème de leadership qui se pose à l'interne, parfois ça ne va pas le faire. Hein. Marseille, avec son histoire, sa Ligue des Champions à lui, est-ce que les Saoudiens derrière cette équipe peuvent faire mal en Europe? Oui, tout à fait, parce que Zidane, déjà, il a 300 millions de recrutement rapidement. La politique de ce club dans ces dernières années n'avance pas. Leur projet avec certains pays africains ne marche non plus. Au fond, la politique de développement ne marche non plus. Certes, c'est une question d'argent qu'il faille se poser. Parfois, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, on a vu le PSG de l'autre côté. Bien sûr, Chelsea, mais là où nous sommes, au sein de Marseille, au sein de l'OM, l'argent fait du bonheur. Parce que à l'orée de la Ligue des Champions, ils avaient tous les privilèges pour recruter les oiseaux rares, pour avoir les joueurs clés. Ils n'ont pas pu le faire. Ils sont partis avec les pièces qu'ils ont sous la main. Ils sont passés à côté. Alors, on va parler de ce volet-là lundi prochain, parce que c'est une actualité. Il faut qu'on en parle dans toute l'Europe. Maintenant, nous allons filer en Espagne. Juste après ce générique, on revient pour parler du Real et du Barça. Le Real et le Barça qui est en train de le décevoir, on peut le dire comme ça. Après ce classico perdu par le Barça, on retrouve un Barça qui a joué ce championnat-là. Ça a été compliqué, ils ont gagné à la dernière minute. Et le Real qui concède un match nul, qu'est-ce qui ne va pas au sein de ces deux équipes? Parce qu'on sent qu'ils sont en train de baisser en intensité. Le Barça d'abord, ils ont gagné, mais ils ont tellement souffert. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre une valeur sûre que cette équipe avait, c'était le jeu. À un moment donné, par le passé, quand on parlait de Barcelone, c'était le jeu qui émerveillait tout le monde. Le tiki-taka, que tu supportes ou pas, tu étais émerveillé par le jeu qu'il proposait, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le Barça de Lionel Messi, et de Neymar ou autre, de Piqué qui était là en ce moment. Xavi, c'est un jeune. Il faut s'attendre à ça. Franchement, c'est un jeune entraîneur avec un vieux jeu. Je ne sais pas ce qu'il a vraiment, mais il n'y a pas de fond de jeu. Il joue. Le problème, c'est Xavi. Non, je pense que c'est lui. C'est lui, ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'il est arrivé, il y avait un sérieux problème au niveau de la défense. On a acheté des joueurs. Aujourd'hui, défensivement, ils sont bien assis. Mais regarde offensivement, il n'y a rien à dire. Lors de ce match contre Real Sociedad, il a joué avec 3 défenseurs. Il a fait monter Baldé et Cancelo sur les côtés. Mais il n'a pas aussi les moyens pour s'offrir les meilleurs. Pour permettre d'ouvrir le jeu. Mais le fond, il n'y a pas de fond de jeu. C'est tellement fade le jeu. Et quand il les voit jouer, mais ils sont passés du tiki-taka au petit patate. Non, sérieux. Il n'a pas aussi les moyens pour s'offrir les meilleurs du monde. Il a des joueurs. Il a ce qu'il a, mais je pense que je ne peux pas dire que ce ne sont pas les meilleurs. Mais avec ce qu'il a sous la main aujourd'hui, il peut essayer de revoir les choses. Ça ne va pas du tout. Le jeu, il est tellement fade. Ancelotti, je peux comprendre. Le Real de Madrid, depuis que Carlo Ancelotti est arrivé, lui, il ne cherche pas le beau jeu. Hein. Lui, il cherche juste la victoire. Il ne cherche pas le beau jeu. Mais au FC Barcelone, c'est tout le contraire. C'est d'aller dominer le match,
donner du beau jeu. La seule fois cette saison où moi ils m'ont impressionné, c'est la Ligue des Champions contre Betis. C'est la seule fois ils ont donné un beau jeu et ils ont fait quand même une belle prestation. Sinon le fond, il n'y a pas de fond de jeu. Ancelotti, il s'en fout du jeu, il s'en fout du beau jeu. Ça c'est connu de tous. Oui, c'est le résultat, mais sa vie, il est en train de faire perdre une valeur sûre à cette équipe de FC Barcelone. On va parler du Real et du Barça. On va commencer d'abord par le Real parce qu'elle a commencé par le Barça. On va s'intéresser au fond de Dieu. Le Real qui n'arrive pas du tout à marquer lors de ce dernier match qui s'est joué d'ailleurs à Santiago Bernabéu. Oui. Le Real n'a pas eu assez d'occasions, sauf la frappe dans la surface de Bellingham encore une fois. On sent que dans le front de l'attaque, il manque un numéro 9 jusqu'à présent. Bon, je ne trouve pas trop de souffrance au sein de cette équipe. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Souffrir, oui, j'ai bien suivi. Vous savez, chaque match a ses réalités, chaque rencontre a ses réalités. Et c'est des équipes qui ont plein de matchs à jouer. Et surtout, c'est des joueurs qui ont plein de matchs à jouer dans la saison. Et n'oubliez pas que c'est une équipe vitrine à l'image du football mondial aujourd'hui. Mais dans le jeu, ça va pas. Oui, dans le jeu, ça va pas. Certes, il ne vous a pas convaincu en termes de rentabilité et en termes de collectivité. Tout va bien avec... Oui, moi je peux dire au sein du Real, je dirais que tout va bien. Rien ne va. Ok, laissez-moi aller. Pédagogiquement, je vais dire... Non, vas-y, on vous êtes tellement pressé à ce que vous... Allez-y, voilà. Je suis en train de dire qu'au sein du Real, ça va. Parce que Real, c'est vrai... Vous pouvez poser des problèmes, mais vous dites à côté, vous allez trouver des solutions. Ils n'ont pas de numéro 9, mais ils sont en train de marquer. Ils ne produisent pas du bon jeu, mais ils parviennent aussi à contrecarrer les velléités offensives de l'adversaire. En tout cas, ils n'encaissent pas là-dessus. Mais ils sont en train de bien gérer la transition, si c'est de ça il faut parler. Et derrière l'adversaire, il est en train de reconstruire. Il trouve un projet de jeu, mais sur des systèmes différents. Xavi qui a l'habitude de jouer sur 4-3-3, ce match contre Sociedad, il a joué sur 3-5-2. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que pourtant, ça devait, parce que quand on a bandé, ça ne peut pas marcher. Pour ouvrir le jeu, pour donner beaucoup plus de créativité. Mais ça ne peut pas marcher. Pour vous, le Barça et le Real est plus puissant que le Barça pour l'instant, au début de la saison, je voyais un peu le Barça au devant du Real. Parce que je me disais qu'avec les départs, surtout au sein du Real, ça allait un peu trébucher. Mais après, le vieux, il a pu trouver les pioches, il a pu trouver des petites reconstructions, des petits remaniements. Et puis derrière, il a pu concevoir quelque chose autour de cet effectif. Et puis ça marche. C'est vrai, il n'encaisse pas, mais il marque avec un milieu de terrain. On va faire le tour d'abord. On va aller voir Diogo rapidement. Diogo, ça inquiète beaucoup aujourd'hui le monde du football de voir les performances du Real Madrid et du Barça. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans ces deux équipes-là? Écoutez, c'est très chaud dans le studio. Je vois que Genab ne veut pas laisser passer à continuer son analyse. Je pense que c'est déjà très très beau à voir, à écouter. Maintenant, si on revient sur cette question-là, sur ces deux équipes, n'est-ce pas, en Espagne, notamment le Barça et le Real Madrid, moi, je pense que je pourrais, n'est-ce pas, beaucoup plus rejoindre Zainab sur son analyse, parce que je pense que, pourquoi pas passer, je voulais dire, je pense que le Real aujourd'hui est bien portant par rapport, n'est-ce pas, à cette formation du Barcelone, parce qu'on a suivi, n'est-ce pas, ce classico-là face à ces deux clubs. Moi, je pense que le Real est beaucoup plus performant. Maintenant, si on revient sur cette dernière rencontre, n'est-ce pas, concernant le Real Madrid, ils n'ont pas eu l'opportunité de mettre, n'est-ce pas, ce but, d'avoir ces 3 points, d'avoir de la victoire. C'est regrettable pour cette équipe du Real. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir avec cette équipe, avec ce club du Real Madrid. Avec le Real, on peut s'attendre à tout. C'est vrai que je suis du FC Barcelone, je supporte le Barça. Ça ne faut pas que j'essaie de le casser. Vous supportez le Barça. Avec vos analyses sur le BO, personne ne peut dire que vous ne supportez pas le Barça. Non, moi je pense que nous ne sommes pas en train de faire une comparaison. Nous parlons juste aujourd'hui des maux dont souffrent ces deux équipes-là. Si vous prenez aujourd'hui le Real de Madrid actuellement et le Real où il y avait en ce moment Karim Benzema, est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que c'est la même créativité? Non, ce n'est pas pareil. Vous avez aujourd'hui un Vinicius, vous avez Rodrigo, des joueurs aujourd'hui
qui n'arrive pas à être productif devant, parce que Ancelotti, ils sont morts. Ils sont mis aujourd'hui dans l'axe. Ils ne produisent absolument rien du tout, alors que dans les précédentes saisons, c'était des joueurs qui donnaient du beau jeu. Si aujourd'hui il n'y avait pas Bellingham, vous pensez qu'il y avait le Real Madrid là, juste depuis le début de la saison, il n'y a que lui qui marque. Il n'y a que lui. Hein. Les autres n'arrivent pas, Vinicius n'arrive pas, Rodrigo n'arrive pas, les défenseurs milieux, on n'en parle même pas. Et tu dis, ça va, rien ne va. Ils ont perdu, ils perdent petit à petit. À quel moment que Vinicius est revenu de sa blessure? Mais avant qu'il ne parte, avant qu'il ne parte, il avait marqué combien de buts? Lorsqu'il est revenu, il a marqué combien de buts? Aujourd'hui, ils jouent dans l'axe avec Rodrigo. Ils sont fantomiques. Si Bellingham ne sort pas aujourd'hui de l'ordinaire pour marquer, il n'y a pas de but. On a vu toutes les fois il ne marque pas, toutes les fois Bellingham ne sauve pas l'équipe, il n'y a pas de but. C'est pour te dire que ça ne va pas. Il y a un problème. Lorsqu'il y avait Benzema, mais il y avait de la créativité, il y avait un beau jeu. Parce que lui, il revenait non seulement au milieu de terrain, il permettait à ces joueurs-là, il partait dans la créativité. Mais moi, je me dis, ils ont besoin de numéro 9. Parlons de cette transition. Le Real ne réussit pas-il très bien sa transition par rapport au Barça avec Camavinga qui vient jouer latéral, hier qui a joué milieu 6, on a aussi Valverde, un autre jeune joueur qui explose, tu avais dit qui s'est blessé mais qui est aussi monstrueux. Par rapport à cette équipe du Barça, on a des joueurs qui ont été prêtés, des jeunes joueurs qui sont en train de monter bien sûr aussi en puissance. La transition Xavi et d'Ancelotti qui est en train de le réussir normalement très bien. C'est Ancelotti. C'est vrai, je supporte, je vais un peu rejoindre Diogo, je supporte le Barça, mais c'est Ancelotti qui est en train de réussir cette transition. Parce que c'est vrai, quand on regarde cette formation, moi il y a quelque chose d'attractif au fait. On ne regarde pas les mêmes matchs alors. Non, allez-y. Non, on ne regarde pas les mêmes matchs. On regarde les mêmes matchs, mais prenez le fond de jeu du Real et prenez le fond de jeu du Barça. Allez-y. Bien sûr. Laissons-lui partir au bout de ses idées. Merci. Prenez ce fond de jeu du Real. Mais certes, peut-être vous dites que le Real peut gagner, mais sans convaincre. Mais le Real, à un moment, ils sont pigistes. C'est vrai, vous pouvez pigistes, bien sûr. Vous pouvez venir punir, marquer dans la première explication ou dans la deuxième explication avec le Real. Mais attendez-vous qu'à la fin, ils vont vous prendre en sandwich. Et quand ils vous prennent en sandwich, 2 ou 3 minutes, le jeu de l'adversaire serait complètement désorganisé. Contrairement avec le FC Barça, quand on marque le Barça, mais vous dites, les questions à se poser, est-ce que le Barça pourra revenir sur l'égalisation? C'est ce qu'il faut. Mais dès que le Real marque, on a de l'espoir, mais même à la dernière minute, le Real, ça c'est des valeurs intrinsèques du club. Ça, ce sont des valeurs qui riment dans la tête des joueurs. Moi, je dirais que c'est Ancelotti qui est en train de bien profiter de cette Ils ne sont pas d'accord sur ce plateau, mais on n'a plus le temps. On va s'arrêter là parce que Zéna a envie de rebondir rapidement, mais on ne va pas lui donner la chance de rebondir. Le lundi prochain, Inch'Allah, on va passer pour peut-être donner un des cartons. Notre rubrique, les cartons, on revient derrière. Les cartons, on va commencer avec Diogo. Diogo, quel est votre carton de la semaine? Bien foncé, un carton jaune pour, n'est-ce pas, l'international guinéen Sékou Guirassy qui a recommencé les entraînements. Je pense qu'on peut pas compter sur ces garçons, sur ce talent guinéen, de nous livrer, de nous montrer beaucoup plus de choses en matière footballistique. On lui souhaite vraiment bon sens et qu'il reprenne vraiment bien, n'est-ce pas, sa santé. Et on verra ce que ça va donner pour la continuité. Et je remercie également l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs qui ont, n'est-ce pas, pris le temps de nous suivre sur, n'est-ce pas, cette antenne et sur Kavi Média. Merci Diogo, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Alors, Zéna, votre carton, je sais, j'ai une petite idée. Non, moi j'ai un carton jaune. J'ai un carton jaune que je vais donner vraiment à Xavi, qui aujourd'hui est en train de faire perdre une valeur sûre à cette équipe de FC Barcelone qui jouait de tiki-taka, qui donnait un beau jeu, mais qui aujourd'hui est en train de perdre cette valeur-là. Malheureusement, il n'y a pas de carton. Non.
Allons-y. Vous allez donner un passif. Mon carton, c'est carton vert. Un carton vert, merci la régie, mon carton est apparu. Carton vert à ce monsieur qui laisse ses traces dans le monde du football. Je veux parler bien de Lionel Messi. Respect. Alors moi, je donnerai toujours un carton vert, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. D'abord, à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission, à la régie. Je parle bien sûr de Baba, à mon réalisateur du jour, le Madrilène, on peut l'appeler comme ça, parce qu'il est fâché hein, derrière les écrans. Je vais dire de Michel Ouabouno et bien sûr à mon cadreur qui est juste là. Et je vais remplacer à la maison très bientôt un autre carton vert à Amadou Major Diallo. Ils ne sont pas là aujourd'hui, on espère les revoir très rapidement la semaine prochaine pour parler du Barça, du Real, de la Ligue 1, de la Serie A qu'on va commencer dès la semaine prochaine. Alors on se retrouve le jeudi avec Amadou Major Diallo, on espère qu'il sera là pour nous parler du football, du sport en général dans World Sport.